Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Info. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour à ceux et celles qui sont déjà connectés. Bonjour Coralie. OK, super. On va laisser 1 ou 2 petites minutes que tout le monde, se connecte, au fur et à mesure. En attendant, on va commencer à introduire, tranquillement le webinaire, en attendant que tout le monde arrive. Donc, bonjour à toutes et à tous, toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce webinaire Indigo. Merci, d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire donc dédié, à la CSRD et aux solutions concrètes pour simplifier votre reporting ESG tout en maximisant votre impact. Bonjour Laetitia. Je suis Émilie, responsable pédagogique d'Indigo et j'ai le plaisir d'animer cette session aux côtés de Noël Boza, qui est le fondateur et CEO de Zeil. Donc, il nous donnera des conseils compatibles avec la proposition de loi Omnibus pour savoir comment avancer dans son projet CSRD tout en restant flexible. Et il nous présentera comment sa plateforme facilite la gestion des données ESG. Bonjour Christian, bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais vous partager juste quelques petits mots sur Indigo qui a le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, Indigo, c'est la 3e école du campus Maria School dédiée à la RSE. Alors Noël, si tu veux bien changer les slides, s'il te plaît. Et le prochain. Ouais. Merci beaucoup. Nous avons aussi 2 autres écoles. Une école Lyon spécialisée en innovation et intelligence artificielle et Maestro dédiée au product management. Notre philosophie, c'est donner envie d'apprendre tout au long de sa vie. Nous accompagnons des milliers d'apprenants dans leur reconversion professionnelle en RSE, ainsi que des experts qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Nous proposons actuellement un bootcamp RSE qui couvre toutes les étapes clés de la construction d'une stratégie RSE, dont le reporting et l'analyse de double matérialité. Est-ce que Noël, tu peux changer le slide, s'il te plaît? Merci beaucoup. La prochaine promotion, c'est le 19 mai, donc une durée d'environ 2 mois, avec un rythme qui peut être aussi adapté aux personnes en poste. Ce sont des formations très orientées vers la pratique, animées par des experts terrain qui ont des profils assez variés. Nos formations sont inspirées de la méthodologie Maria Montessori, apprendre en faisant. Tu peux changer le slide. Merci. Dernière petite chose, avant de laisser la parole à Noël, nous vous invitons à répondre à un court sondage pour mieux comprendre vos attentes en matière de formation. Le temps que tout le monde arrive. Alors, hop, si tu peux changer la slide. Alors, je passe directement sur la slide sondage. Ouais, celle-là. Ouais. Hop. Et voilà. Eh bien, tu peux déjà. Ah oui, en même temps, il y a alors un autre sondage. C'est sur une échelle de 1 à 5. Comment évoluerez-vous votre niveau de connaissance de la CSRD post-omnibus? N'hésitez pas à écrire en commentaire le numéro de votre choix sur le chat. Comme ça, on sait un petit peu vos attentes et où est-ce que vous en êtes actuellement. J'ai envoyé 3 sondages en même temps, parce qu'en parallèle, Noël, je leur ai envoyé un sondage sur la formation aussi. 3, Laetitia, OK. Tu connais les grandes lignes. 3, vous êtes déjà pas mal informés. 3, d'accord. OK, vous connaissez les grandes lignes. D'accord, très bien. Est-ce que Noël, tu peux te présenter et présenter aussi Zeil? Ouais, tu as juste sauté une slide. Je ne sais pas si tu veux en parler, celle-là, ou si on part direct à la suivante. Non, on peut partir directement. Ça, c'est les contacts de notre responsable d'admission. Alors, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, pour ma part, je suis le fondateur et le PDG de Zeil, donc un logiciel ESG, RSE, carbone, CSRD, qui a la particularité de permettre de simplifier au maximum la gestion de l'ESG pour les entreprises. On va voir comment. Pour que les entreprises puissent allouer le temps et les ressources à ce qui compte vraiment, donc l'amélioration de l'impact. Là, l'idée, ça ne va pas être de vous faire un énième webinaire pur CSRD à la papa, comme on en a vu tous les semaines pendant 2 ans.
mais de faire un webinaire et une démo spéciale Omnibus, enfin une démo Omnibus, en prenant en compte toutes les évolutions actuelles liées aux différentes itérations du Green Deal. Et essayer de vous donner des clés pour que vous puissiez commencer à faire de la CSR en avançant malgré l'incertitude et malgré toutes les nouvelles et les actus qu'on voit en ce moment. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, pourquoi ce webinaire? Ce webinaire, donc tu l'as déjà pas mal expliqué. L'actualité réglementaire bouge beaucoup. Après la proposition de loi Omnibus qui assouplit certaines exigences de la CSRD, tout en maintenant quand même l'objectif de transparence et de durabilité, c'est plus que jamais essentiel de bien comprendre ce qui change réellement et comment s'y préparer. La CSRD, ça reste un tournant majeur pour les entreprises. Il y a toujours plus d'entreprises concernées versus la DPEF, avec des obligations qui sont progressives, donc selon la taille, un focus sur la double matérialité toujours important, qui exige une vision globale des risques et opportunités, des ajustements qui sont récents donc pour rendre le reporting plus pragmatique et efficace. Donc, il est essentiel pour les entreprises d'anticiper ces nouvelles obligations, mais comment collecter efficacement les données? Comment structurer un reporting qui soit conforme, pertinent, dans un moment aussi mouvant? Donc, c'est l'objectif de cette session, donc comprendre les impacts concrets de la CSRD post-omnibus sur les entreprises et découvrir comment ZEI automatise et simplifie la collecte et l'analyse des données ESG. N'hésitez pas, c'est aussi un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires sur le chat, à poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. C'est un format interactif, donc on est là pour ça. Quoi vous dire d'autre? C'est pour vous rappeler un petit peu le contexte. La Commission européenne n'a pas encore validé la loi Omnibus. Donc, il y a plusieurs scénarios en ce moment qui sont en jeu. Après, toutes les entreprises n'ont pas le luxe d'attendre justement comment avancer. Donc, il faut avancer sur la RSE. Avancer sur la RSE, c'est plus une option parce que c'est une nécessité pour attirer et retenir les talents, rassurer les investisseurs, sécuriser leur avenir. L'incertitude actuelle crée un certain flou. On en a parlé hier, Noël, c'est aussi avec tout ce qui se passe, l'actualité aussi au niveau américain. Il y a eu des avancées, il y a du backlash, ça revient, on sait plus, les entreprises ne savent plus comment se positionner dans ce bazar, dans ce flou actuel, mais pour autant, il est essentiel de continuer à structurer sa démarche. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quels scénarios sont à suivre justement, comment les entreprises peuvent anticiper ces évolutions sur un modèle qui est très très mouvement, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Donc première question pour toi, Noël, est-ce que déjà pour nous resituer le contexte, tu peux nous rappeler ce qu'est la CSRD quand même et ce qui a changé avec la loi Omnibus? Ouais, alors la CSRD de manière très, très basique, hein, c'est une initiative européenne et une loi européenne qui permet d'uniformiser enfin les reportings de durabilité des entreprises en Europe pour les rendre, comparables, et deux, quelque chose qui est complètement nouveau, c'est les rendre enfin open source. Alors, en gros, avant la CSRD, vous aviez en France la DPEF, c'était lié à la NFRD, il y avait beaucoup de réglementations en Europe qui imposaient aux entreprises de certaines tailles et certains secteurs ou certains types de dire quelles sont vos... alors, à l'époque de la NFDR, c'était politique, votre stratégie sur les sujets ESG, devoir quantifier les indicateurs et les valeurs, les résultats, et également estimer à quel point il y a des risques financiers liés aux enjeux ESG. Donc, il y avait ces quatre grands piliers politiques, stratégie, indicateurs chiffrés et indicateurs financiers qui étaient demandés dans des divulgations, mais toutes les entreprises pouvaient choisir leurs propres données, leur propre manière de le présenter. Est-ce que je parlais en ETP ou en effectif, en salarié permanent, non permanent? Est-ce que je parlais en mètre cube d'eau consommé ou en litres prélevés? Il n'y avait aucune trame commune. Il y avait du GRI, donc certains standards qui permettaient quand même d'avoir un catalogue d'indicateurs dans lequel piocher, mais rien qui était imposé.
Donc, on avait déjà une prémisse de rapport de durabilité, mais sans aucune comparabilité. Et malheureusement, ces rapports, ils étaient en PDF sur 300 pages dans des sites web, des sites d'entreprises que personne ne lisait. Et donc, c'était un bon début, mais chaque pays avait ses propres contextes, ses propres modèles. Chaque entreprise, ensuite, choisissait ses propres définitions. Et il y avait, comme tu le disais, un intérêt quand même très fort déjà à l'époque de la part des consommateurs, de la part des salariés, de la part des investisseurs pour influencer les entreprises. Sauf qu'elles n'avaient pas accès à la donnée et ces données n'étaient pas comparables. Et donc, tout le potentiel de compétitivité des entreprises en termes de RSE, il était mais complètement anéanti par ce manque d'outils de communication et de comparaison. La CSRD change complètement la donne parce qu'elle permet déjà d'harmoniser les textes et les rapports de durabilité entre les pays. Elle impose une définition de chaque indicateur de manière très très précise. Donc il y a 1700 indicateurs au total, dont 1200 qui ne sont pas volontaires, qu'on est obligé de mettre, avec une explication, un périmètre, un contexte et une description très précise de chaque indicateur. Comme ça, il n'y a plus de part de subjectivité. Et les entreprises devaient, dans un premier temps, faire ce qu'on appelle une analyse de double matérialité pour identifier quels sont les grands enjeux qui vont être importants pour mon entreprise, l'eau, la biodiversité, les ressources, les salariés dans la chaîne de valeur. Et en fonction de cette analyse, on avait le droit d'omettre ou non des sujets ou des enjeux. Si jamais je suis dans le digital, je considère que l'eau n'est pas matérielle, n'est pas important pour mon entreprise, donc j'ai le droit d'omettre tout le passage lié à l'eau. Et donc ça permettait d'avoir des rapports qui étaient harmonisés, comparables, mais qui ne soient pas, dans lesquels on n'a pas trop d'informations parce qu'on limite vraiment à l'essentiel pour chaque entreprise dans chaque activité. Donc ça, c'était déjà la première évolution au moment où la CSRD est sortie. C'est harmonisable, compréhensible, comparable. Et la grosse révolution qui là est une innovation mondiale, hein, c'est que toutes les données des entreprises allaient être et vont toujours être partagées dans une base européenne qui est un format XBRL, hein, XML, donc c'est un langage de data qui va permettre de construire une base transparente dans laquelle on aura les données de toutes les entreprises européennes qui sont soumises à la CSRD. Et cette base peut être utilisée par n'importe qui. Ce qui veut dire qu'à partir de 2027, les Yuka, les Welcome to a Jungle et autres vont utiliser ces données pour faire des scorings, des comparatifs à destination et de manière très transparente auprès des consommateurs, auprès des talents et auprès des investisseurs. Ce qui veut dire que la CSRD, grâce à cette transparence, va libérer le potentiel de compétitivité que la RSE peut apporter en termes de marque employeur, d'attraction des investissements et d'attraction des clients et donc des appels d'offres. Et donc, c'est pour ça, pour moi, ça, c'est le gros sujet de la CSRD, c'est qu'elle va rendre la RSE implacable, indispensable. Parce que si je ne suis pas meilleur que mes concurrents sur les indicateurs d'impact liés à mon cœur de métier, bah, je vais perdre mes talents, je vais perdre mes clients, parce qu'ils auront enfin accès à cette donnée de manière transparente et comparable. L'omnibus change une partie de ces éléments, mais pas tout. Donc, l'omnibus qui a été proposé il y a un mois, qui est en train d'être débattu en ce moment au Parlement, vise à remonter les seuils pour qu'il y ait moins d'entreprises touchées par la CSRD. Pourquoi pas simplifier aussi le modèle de données de la CSRD pour qu'il y ait un peu moins d'indicateurs que dans la version actuelle. Et potentiellement de décaler aussi le début du reporting pour cette taille d'entreprise. Mais la CSRD ne change pas la logique, l'omnibus ne remet pas en cause le travail de double matérialité et l'omnibus ne remet pas en cause le fait que ça soit en open source demain via l'XBRL. Et donc, les données des entreprises européennes seront dans tous les cas comparées demain. Et donc, ça ne change pas ce gain en compétitivité que les entreprises qui sont bonnes dans leur secteur vont pouvoir aller chercher demain. Petit élément sur l'omnibus. Pourquoi est-ce que l'omnibus est apparu juste après l'élection de Trump? C'est parce que l'Europe s'est dit, oula, Trump va arriver, il va tout déréguler. Et donc, on est à risque en Europe que tous les capitaux fuient aux États-Unis
et que l'entreprise européenne en fait soit trop en difficulté, on soit trop laissé derrière. Et donc l'Europe a dit il faut qu'on simplifie pas mal de choses, notamment sur les réglementations. Et donc on va notamment simplifier le Green Deal, dans lequel la CSRD faisait partie. Sauf que là, depuis un mois, on voit qu'aux États-Unis, Trump est en train de faire n'importe quoi. Ils vont rentrer en récession. Les capitaux, pour la première fois depuis 10 ans, le marché européen augmente plus vite que les marchés américains qui sont en train de s'effondrer un petit peu. On a, pour la première fois depuis 50 ans, un brain drain inversé. Donc là où tous nos scientifiques, nos ingénieurs, nos chercheurs partaient d'Europe vers les États-Unis parce qu'il y avait des meilleurs salaires, bah là, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Vous avez 66% des chercheurs et ingénieurs américains qui disent sérieusement se poser des questions de partir des États-Unis avec l'Europe comme première destination. Et vous avez déjà 13% d'entre eux qui ont déjà sauté le pas. Donc c'est du jamais vu. Oh. Donc là, l'Europe est en train de se dire, Omnibus, est-ce qu'on dérégule et on fait comme Trump ou pas complètement? Et dans ce cas-là, la simplification serait plus légère parce qu'en fait, on est en train de voir que le modèle à la Trump, où on dérégule tout, ça a des conséquences et que là, le fait qu'en Europe, on garde ces valeurs de E, de S et de G, bah, en fait, ça contribue aussi à attirer les capitaux, à attirer les talents. Et donc, on est dans un moment où c'est en train d'être débattu au niveau du Parlement et il y a deux camps qui s'affrontent. Il faut simplifier quand même parce que c'est très compliqué la CSRD. Et oui, mais en même temps, il faut qu'on garde notre ADN ESG pour pas tomber et suivre le modèle à la Trump et se tirer une balle dans le pied à notre tour. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui va sortir exactement de l'omnibus. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un décalage pour certaines entreprises pour le premier rapport CSRD. Mais est-ce que les seuils vont remonter? À quel point la donnée va être simplifiée? Ça, c'est un flou complet. Ça va le rester pendant encore 6 mois au minimum. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on avance dans la RSE, notamment pour ne pas prendre de retard, parce que demain, on va être comparé sur ces enjeux-là de manière open source, encore une fois en 2027, avec des UCAL RSE qui vont sortir. Donc, il faut qu'on avance et on ne peut pas s'y mettre dans un an, parce que si nos concurrents s'y mettent avant nous, on va prendre une raclée demain en termes de compétitivité. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on commence à travailler sur du reporting, sur des données qui ne seraient plus forcément imposées demain. Parce que dans la CSRD, vous avez un tiers de données quantitatives qui sont très, très pertinentes, qui sont des impacts de résultats. Vous avez un tiers de données semi-narratives qui sont des oui-non, des choix uniques, des choix multiples, qui ont un intérêt pour s'assurer qu'on coche vraiment toutes les cases, qu'on a mis en place une démarche complète et un système de management RSE qui tient la route. Mais vous avez aussi un tiers de narratif qui consiste à rédiger pour mon rapport ce que je mets en place, des définitions, mon contexte, mon périmètre, quelles sont les actions que je mets en place. Et ça, c'est une charge de travail que beaucoup d'entreprises n'ont jamais fait jusqu'à maintenant. Et beaucoup nous disent, avant de commencer à rédiger tout ça, je vais être sûr que si je le fais, ça va me servir demain. Et si la CSRD est simplifiée et que des éléments sur lesquels j'ai travaillé disparaissent, potentiellement, on pourrait avoir travaillé pour rien. Et c'est là où il y a un peu un obstacle. C'est qu'il faut que j'avance, mais il faut être sûr que ce sur quoi j'avance, ça sera pertinent, utile et que je ne vais pas travailler pour rien. Voilà. D'où le gros sujet de ce webinaire qui va être sur quel scénario possible, comment est-ce qu'on avance pas à pas voilà, pour ne pas prendre de retard, mais ne pas travailler sur des éléments non pertinents ou qui ne seront plus imposés. Et donc, avant d'avancer, je crois qu'il y avait une petite question, Émilie, que tu voulais poser. Oui. Eh bien, justement, alors déjà, merci Noël, c'était hyper clair, parce que c'est pas un sujet facile en ce moment. Tu nous as bien débroussaillé le tout pour comprendre un peu les enjeux actuels. Juste pour synthétiser, donc tu nous as partagé le fait que maintenant, ce qui changeait avec la CSRD, c'est que c'était des données harmonisées, comparables au niveau de l'Union européenne, que c'était partagé donc dans une base de données transparente au niveau européen qui va pouvoir booster la compétitivité parce que justement elles vont être partagées tout public, aux investisseurs, aux consommateurs, et donc du coup ça va rendre la RSE indispensable.
puisque tout le monde y aura accès, et que l'omnibus ne remet pas en question justement cette exposition et cette transparence des données, et non plus ne remet pas en cause le côté double matérialité. Et tu nous as aussi partagé le fait qu'il y avait une simplification actuelle du Green Deal, mais qu'avec le contexte américain actuel, notamment avec les chiffres hyper intéressants que tu nous as partagés, les 66% de scientifiques et d'ingénieurs qui veulent partir en Europe, et dont 13% qui l'ont déjà fait, on se pose la question un petit peu de savoir si est-ce qu'on fait demi-tour ou pas. Donc, ouais, c'était juste pour un petit résumé, voir si j'avais bien compris et que c'était hyper bien expliqué. C'est pas forcément 66 en Europe, c'est 66 qui veulent partir des États-Unis, mais l'Europe, c'est la première destination. C'est la première destination. Ok. Principalement. Et 13% qui ont pas encore déménagé, mais qui ont fait le process, donc ils sont en train de vendre leur baraque et sont en train déjà de louer ou d'acheter en Europe. Donc, c'est énorme. C'est quand même bien révélateur de ce qui se passe, et de montrer qu'on a quand même un potentiel de compétitivité hyper attractif en Europe. Exactement. Et ça, c'est nos valeurs. Et donc, ça serait bête de se couper de ces valeurs-là. Maintenant, le problème, c'est de naviguer dans cette incertitude. Ouais. Les annonces de Trump hier soir en France, ça rajoute aussi le bordel. Et peut-être je crois que tu voulais faire une interaction, c'est ça, un petit slam. Oui, parce que tu nous as parlé des différents scénarios qui étaient possibles et que tu vas expliquer. Et justement, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez sur le chat, vous pouvez répondre avec le chiffre, le nombre de scénarios possibles pour les entreprises entre 250 et 1000 employés? En termes de rapport de durabilité. Oui, en termes de rapport de durabilité. Tu lances un sondage ou c'est chat? Non, là c'est sur chat, vous pouvez écrire directement un chiffre. Combien de scénarios vous pensez qu'il existe? 4. Sachant qu'on en a enlevé un hier, parce que le Sénat français voulait décaler non pas de 2 ans mais de 4 ans la CSRD pour la vague 2. Et en fait, ça a été débouté hier au Sénat, parce que la France ne pouvait pas écraser ce qui serait proposé par l'Europe. Voilà, ça enlève déjà un des scénarios. 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4. La réponse, c'est 6. Et c'est pour ça que c'est le bordel. Alors, on a la vague 1. Vague 1, ce sont les entreprises. Alors, je ne sais pas si... Alors, on voit un petit guiron bleu, là, je crois. Oui, on le voit. Donc, vague 1, ce sont les entreprises qui ont déjà fait l'exercice l'année dernière et qui vont reporter cette année, qui ont déjà commencé à publier. Pour elles, l'omnibus ne change pas grand-chose pour l'instant pour l'omnibus numéro 1. L'omnibus numéro 1, par contre, va changer potentiellement les modèles de données du rapport de durabilité pour les entreprises de la vague 2. Donc, vague 2, ce sont toutes les entreprises qui n'étaient pas encore soumises au rapport de durabilité, donc plus de 1000 salariés. En France, c'était tout sauf les SS. Et en l'état, ces entreprises, si l'omnibus ne passe pas, elles vont devoir faire la CSRD dès l'année prochaine sur l'exercice actuel. Donc ça ne changerait pas. Deuxième scénario, il y a un décalage de 1, ou troisième scénario, de 2 ans. 2 ans, ça serait assez probable. C'est ce que propose la Commission européenne. Et donc, les entreprises de la vague 2 devront faire la DPEF pendant l'exercice 2025, 2026, 2027, puis passer à la CSRD sur l'exercice 2028. Donc, la DPEF qui serait du coup par défaut le modèle de données du reporting de durabilité pendant 2-3 exercices. Et après, ce modèle de données passerait la DPEF à la CSRD. Pour les entreprises de 500 à 1000, si jamais les seuils sont remontés, ça devient DPEF par défaut sur la durée. Donc là, il n'y aura pas de CSRD dans 2 ou 3 ans, c'est juste DPEF. Pour les 250 à 500, si le MIUS passe avec les nouveaux seuils, par défaut, ce ne sera pas la DPEF, ce ne sera rien du tout. Et donc, ces entreprises-là n'auront plus du tout de reporting de durabilité à faire. Mais il y a encore des scénarios, c'est que comme la DPEF a des défauts, comme on l'a vu, il se peut que l'Europe et la France et d'autres pays se disent on va garder un rapport de durabilité, mais on va ne plus imposer le modèle DPEF, on va plutôt le remplacer par la VSME.
qui était initialement le modèle de données et le reporting volontaire pour les PME non cotées, qui deviendrait, qui remplacerait des PEF pendant 2-3 ans pour les vagues 2 2000 et plus, avant de passer sur la CSRD, et qui deviendrait le modèle obligatoire pour les 500 à 1000 sur la durée, potentiellement imposé aux 250 à 500, mais ça, je ne vais pas m'avancer, ce n'est pas un scénario sur lequel j'ai assez de... qui serait par défaut ce qui pourrait arriver. Et il y en a en plus un autre, qui serait que lors du deuxième omnibus qui devrait arriver plutôt en fin d'année, l'Europe décide de changer le modèle de données de la CSRD pour utiliser le modèle de données de la LSME, qui est une CSRD simplifiée, mais pas trop. Et donc, le nombre de scénarios possibles, il est titanesque. Il est de 6 pour les entreprises de la vague 2, donc qui sont ici, mais même pour les entreprises de la vague 1, qui pour l'instant ne sont pas touchées par le premier omnibus, ils pourraient voir le modèle donné de la CSRD passer sur un modèle LSME dans 6 mois ou 1 an. Et LSME ou VSME, il y a la double matérialité dedans? Alors, LSME, oui, VSME, non. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est que ces modèles VSME, LSME, CSRD? Je vous le mets ici sur un slide qui va aussi servir de recommandation à vous faire. VSME, c'est uniquement les politiques, les indicateurs chiffrés avec un petit nombre. Donc, il y a entre 60 et 100 pour la VSME module basique et entre 60 et 280 si on fait le module basique et complémentaire de la VSME. Il n'y a pas de matérialité ou d'analyse. C'est vraiment une série de politiques et d'indicateurs chiffrés dans un ordre assez spécifique, très quanti. Et dans la logique de la VSME, vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi est-ce que vous omettez des indicateurs. Si jamais vous ne voulez pas parler d'eau ou de biodiversité, vous mettez non applicable. Il n'y a pas besoin de valider, et donc il n'y a pas besoin de faire une analyse de double mat. C'est très, très simplifié. Et la VSME va être aussi le questionnaire des grands comptes à destination de leur chaîne de valeur. Donc, tous les questionnaires fournisseurs que les entreprises auxquelles on répond aujourd'hui, avec des Excel, avec des définitions différentes, la VSME va devenir un petit peu le modèle uniformisé qui sera ensuite envoyé à tous les clients. Donc, la VSME, c'est très simple, il n'y a pas de double matérialité. On a ensuite la DPEF qui serait par défaut le modèle qui serait imposé aux 500 à 1000 salariés et entreprises de la vague 2 si jamais l'omnibus remontait les seuils et décalait dans le temps de 2 ans la date de première divulgation. La DPEF, c'est une VSME avec en plus les sujets liés à la stratégie et des indicateurs liés aux impacts financiers. Il y a aussi un nombre plus important d'indicateurs chiffrés en théorie, mais vous avez vraiment 4 types d'indicateurs, là où dans la VSME, vous en avez 2. La DPEF, par défaut, n'utilise pas du tout le modèle de données de la VSME, LSME et CSRD. Ce n'est pas les indicateurs de l'EFRAG, mais on verra dans les recommandations, c'est utile de faire une DPEF en utilisant les indicateurs de l'EFRAG. On verra pourquoi dans un instant. Ensuite, la LSME, c'est le troisième modèle où là, on rentre dans une logique de matérialité. Donc, DPEF et VSME, c'est du non applicable. Je ne veux pas en parler, je n'ai pas besoin de le justifier, je mets non applicable. Dès qu'on passe au troisième module LSME, il faut que je puisse justifier pourquoi je décide de mettre un sujet. Et pour justifier ça auprès de mon commissaire aux comptes ou de mon ETI, il faut que je fasse une analyse de double matérialité. Et ensuite, on va vérifier, en effet, ce n'est pas applicable, enfin, ce n'est pas important pour mon entreprise, et donc j'ai le droit de le mettre. Donc, à partir de la LSME, je dois faire la double mat. On a du coup, en plus de la DPEF et la VSME, des sujets liés à la matérialité, aux IRO, aux actions et aux ressources et aux objectifs. Alors, la LSME, qu'est-ce que c'est concrètement? À la base, les FRAG l'avaient pensé, et donc l'Europe l'avait poussé, comme un modèle de données est une réglementation pour les PME de moins de 250 salariés, mais qui étaient cotées en bourse, qui était censé être imposé à ces entreprises à partir de 2027. Si l'omnibus passe, la loi de la LSME serait complètement balayée, mais le modèle de données devrait rester. Pourquoi? Parce que la LSME, c'est une CSRD simplifiée.
La CSRD, vous avez à peu près 1200 indicateurs non volontaires. Et dans ces indicateurs, vous allez avoir des sujets liés à la stratégie, liés aux actions, aux politiques, aux objectifs, aux indicateurs chiffrés. Vous avez aussi beaucoup d'indicateurs qui sont peut-être un peu moins importants que le reste. Par exemple, dans le E1, dans la CSRD, on va demander beaucoup de sujets liés au prix interne du carbone sur les sujets climatiques. Dans la LSME, on garde l'essentiel, tous les MDR, les critères chiffrés, les indicateurs financiers de la CSRD, mais on enlève à peu près 30% des indicateurs qui sont des indicateurs surtout narratifs, histoire d'avoir une version de la CSRD très simplifiée. Pourquoi est-ce que je parle de la LSME alors qu'en théorie, on n'en aurait plus du tout l'usage avec l'omnibus? C'est que là, ce qu'on est en train de voir avec l'omnibus actuel, c'est le niveau 1 du texte de loi de la CSRD. Donc, c'est qui est touché et quand on est touché. Mais il va y avoir un deuxième omnibus du niveau 2, et ce deuxième omnibus va potentiellement simplifier le modèle de données du rapport de durabilité, donc le modèle de données de la CSRD. Et si on écoute le MEDEF et tous les groupes des groupements d'entreprises en Europe, ce qu'ils disent, c'est nous, le rapport de durabilité, on n'est pas contre. Par contre, les données chiffrées, c'est pertinent parce que les données chiffrées, on les suit déjà. Dès que je fais du verre, bien sûr que je suis mes consommations d'énergie, bien sûr que je suis mes intrants, mes déchets. Je vais suivre, si je suis dans l'agriculture, je vais suivre la biodiversité, je vais suivre l'eau, la pollution, parce que c'était déjà imposé avant ou parce que c'est juste du bon sens économique. Donc, bien sûr qu'on suit ces données chiffrées. Le semi-narratif, est-ce qu'il existe une politique pourquoi pas c'est un peu de travail, mais pourquoi pas, c'est pertinent. Mais par contre, le narratif, ça, il faut le simplifier parce que ça nous prend beaucoup trop de temps et ça ne sert pas vraiment la comparabilité, ça ne sert pas vraiment le pilotage, c'est simplement fait pour remplir un PDF. Et donc, ces acteurs-là poussent pour qu'on enlève un bon 25% de la CSRD, mais surtout des indicateurs narratifs. Et donc, il y a des fortes chances que prochainement, disons fin d'année, l'Europe dise on garde la CSRD pour les entreprises de la vague 1, pourquoi pas de la vague 2, mais au lieu que ça soit le modèle de données de la CSRD, ça sera le modèle de données de la LSME, dans lequel on aura enlevé les éléments peut-être un peu superflus. Donc voilà, ça c'est tous les scénarios possibles. Et donc en tout cas, nous, ce qu'on va recommander côté ZEI, ce qu'on recommande à tous nos clients et ce que nos consultants partenaires font comme recommandation auprès de leurs propres clients, c'est de commencer, si jamais on a un doute sur le modèle applicable, notamment pour toutes celles de la vague 2, est-ce que ce sera la VSME, la DPEF, la CSRD, la LSME, par quoi je commence, par quoi je finis, en fonction de qu'est-ce qui sera voté dans les 6 prochains mois, c'est de commencer par la VSME. Parce que 100% de ce qu'il y a dans la VSME va aussi être utilisé dans la DPEF, dans la LSME et dans la CSRD. Si jamais il y a un peu de budget ou une volonté de faire la double maternité, on recommande de le faire dans tous les cas. La double maternité, c'est un outil stratégique indispensable. Donc, si jamais votre direction est prête à mettre 10, 15, 20 ou un peu plus, en dizaine de milliers d'euros, allez-y, parce que l'évaluation des risques et des opportunités que vous allez faire, ça rentabilise complètement cet exercice. Donc, allez-y les yeux fermés. Mais il est possible que dans beaucoup d'entreprises, on se dise, là, ça a l'air trop compliqué, cette double maths. J'ai envie de commencer petit, avec des indicateurs que je suis déjà, et y aller de manière un peu plus progressive. Et dans ces cas-là, la VSME, c'est le meilleur point d'entrée. Il y a peu d'indicateurs. Ce sont des indicateurs que les entreprises suivent déjà. Et toutes les entreprises qui ont des questionnaires de la part de leurs clients et des investisseurs, bah, ça va être le modèle qui, dans tous les cas, va être utilisé demain pour répondre aux appels d'offres. Donc, allez-y, les yeux fermés sur la VSME. Une fois que vous avez fait la VSME, vous aurez du coup entre 60 et 250 indicateurs qui seront complétés. On recommande de compléter avec une DPEF, mais quel que soit l'outil ou l'Excel que vous choisissez, construisez un modèle de DPEF qui utilise les indicateurs de l'EFRAG. Donc, au lieu d'inventer votre propre définition liée à la consommation d'eau, allez le voir dans la CSRD ou les questionnaires ou les données de l'EFRAG et prenez les questions de l'EFRAG qui définit qu'est-ce que c'est qu'une consommation d'eau, un prélèvement d'eau et ainsi de suite. Voilà, histoire d'être sûr que vous allez harmoniser votre DPEF avec le reste. Si jamais, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un peu une pause avant de passer au niveau suivant.
si jamais au Parlement européen, il y a un vote qui passe et qui dit que vous n'êtes pas soumis qu'à la DPEF et ou à la VSME, mais que votre entreprise va être soumise demain à la CSRD ou la LSME. Vous complétez la DPEF par la LSME, vous aurez à peu près la moitié ou 2/3 des indicateurs qui seront déjà complétés, parce que vous les aurez complétés ici et ici. Et vous n'aurez qu'à compléter avec l'analyse de double matérialité, les IRO, les actions et les ressources et les objectifs. Mais tout le reste, normalement, sera déjà prêt. Et là, vous attendez le deuxième omnibus. Et au deuxième omnibus, soit l'Europe dit on simplifie les données de la CSRD vers le modèle LSME, ce qui est probable. Et dans ces cas-là, vous pouvez vous arrêter à la LSME et en faire vraiment votre modèle de reporting, votre stratégie de pilotage, et vous en servez pour vraiment aller dans la durée sur votre modèle de durabilité. Si jamais le deuxième omnibus implique qu'on ne touchera pas au modèle de données de la CSRD, alors vous pourrez compléter la LSME par la CSRD. Vous aurez déjà fait 80% du travail et il faudra simplement venir compléter les sujets ou les thématiques qui sont demandés dans la CSRD mais pas dans la LSME, comme le prix interne du carbone et des éléments comme ça. Ça vous permet, avec un jeu de poupée, pas russe mais ukrainienne du coup, d'avancer pas à pas. Vous commencez par des données et du reporting que vous devrez dans tous les cas faire demain, et vous complexifiez ce modèle en fonction de ce qui sera voté au niveau du Parlement et au niveau de votre pays, dans le premier omnibus, puis dans le deuxième omnibus. Ça, c'est la grande recommandation qu'on donne à tout le monde, histoire d'avancer pas à pas, sans être noyé dans des éléments où on n'est même pas sûr que ça sera imposé demain. C'est assez technique. J'espère que parmi les participants, on ne parle pas de 0,0 sur la CSRD. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DPEF version CSRD comparée à la CSRD? Alors, une DPEF impose de parler de ces 4 piliers, stratégie politique, indicateurs chiffrés et impact financier, mais n'impose pas les définitions des indicateurs qui doivent aller derrière. Donc, on peut parler d'énergie dans la DPEF, mais on ne vous impose pas quels sont les indicateurs qu'il faut divulguer. Comment on le calcule, quel périmètre, quelle définition. Donc, notre recommandation, peut-être que ça sera peut-être plus pratique si je passe directement sur des cas concrets ici. Oui. Si vous voyez mon écran. Hop. Voilà. Donc, DPEF, c'est ici. L'idée, c'est de faire en sorte que cette DPEF, par exemple, que vous allez structurer, utilise les définitions, les indicateurs de l'EFRAG, donc de la CSRD. Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça vous permet de ne pas devoir inventer vos propres indicateurs. Mais l'intérêt majeur, c'est que les indicateurs que vous allez du coup piloter et mesurer dans le cas de votre DPEF vont être complètement harmonisés et interopérables avec le reste de vos référentiels. Donc là, je pense, je vais aller par exemple sur des indicateurs chiffrés de la version DPEF CSRD compatible que l'on propose sur ZEI. Donc on va aller sur le E1 par exemple, qui va être le SMS2. Ah, peut-être mis en non applicable, c'est pas grave. Hop, on est dans le politique. Et ensuite, on va arriver au chiffré. Voilà. Donc imaginons, vous, dans la DPEF, on vous demande de parler d'énergie, vous ne savez pas vraiment quelle définition choisir. L'avantage d'utiliser des modèles de données de la CSRD, c'est que quand vous allez piloter ou compléter ces indicateurs dans le cadre de votre DPEF, ça sera automatiquement complété pour le reste de vos référentiels. Donc, par exemple, ici, en utilisant cet indicateur qui est dans la CSRD, dans mon modèle de données DPEF, ça permet de le mettre à jour automatiquement dans tout le reste de vos référentiels. Donc, si ça a été complété dans la VSME, c'est automatiquement complété dans la DPEF. Si vous l'avez complété dans la DPEF, ça va être automatiquement complété dans la CSRD et dans la LSME, dans les questionnaires investisseurs, dans votre EcoVadis, et ainsi de suite. Ça permet de ne pas devoir remesurer quelque chose à nouveau et d'utiliser une définition
qui va automatiquement s'aligner avec tout le reste de vos référentiels. Et oui, indicateur EFRAG, c'est la définition de l'EFRAG utilisée dans la CSRD, la LSME et la VSME. Et donc, on recommande dans la DPEF. Je ne sais pas, Laetitia, si c'est assez clair pour vous, du coup, ce point DPEF CSRD compatible. Un des gros atouts, c'est que si vous avez dans un outil comme Zay, par exemple, je pense qu'il y a d'autres outils qui doivent faire la même chose, sûrement, c'est que si vous complétez, par exemple, la VSME et que vous rajoutez ici 4 indicateurs, ça va automatiquement venir compléter la progression sur le reste des modules parce que ces données sont harmonisées. Et donc là, c'est 14 référentiels qui vont être impactés. Et donc, en complétant la VSME, vous allez voir, comment ça se complète dans votre bilan carbone, dans votre CDP, dans votre EcoVadis, dans votre ISO. Et 2, si jamais vous avez fait votre CSRD et que vous dites « j'ai envie de faire aussi un label », le fait d'utiliser un modèle qui est harmonisé, ça vous permet de vous aider aussi à choisir le bon référentiel, le bon label, en fonction de celui qui va réutiliser le plus de données que vous avez déjà. Donc, par exemple, là, moi, je veux faire un label. En allant dans ce catalogue où il me reste encore 109 115 maintenant référentiels accessibles, je vais aller chercher, par exemple, les labels RSE. Et vous pouvez peut-être comparer le Possive Company qui serait pré-complété à 33 indicateurs avec le label AFNOR qui serait pré-complété avec 13. Et en quelque sorte, choisir le modèle qui utilise le plus qui réutilise le plus de données possible par rapport à ce que vous avez déjà. Et donc ça, c'est recommandé pour la DPEF, mais c'est recommandé pour tous vos référentiels. Utilisez un modèle qui est aligné, harmonisé, qui vous évitera la double saisie, parce que vous ne pourrez pas vraiment améliorer votre impact si vous passez 80% de votre temps à compléter les questionnaires pour vos investisseurs, à compléter des questionnaires pour les labels, à compléter des questionnaires pour vos clients, pour vos ISO. Avec que la double saisie, c'est une perte de temps énorme. Voilà. Utilisez un modèle qui s'harmonise et qui réutilise tout, à la fois la donnée, mais aussi, si vous pouvez, la piste d'audit, donc qui a complété, à quelle date, avec quel document. Si ça, c'est partagé, c'est parfait. Vous allez gagner énormément de temps. Donc ça, c'était mon premier conseil sur l'outillage CSRD que vous pourrez faire. C'est, comme il y a plein de cas possibles, utilisez un outil ou faites un Excel qui va automatiquement interconnecter ces modèles. Voilà, pour que vous ayez des gap analysis en temps réel sur tous les modèles que vous allez utiliser en temps réel, sans double saisie, sans double vérification et sans double audit. Ça, c'est le premier petit conseil que je pourrais vous donner. Deuxième conseil, c'est que si vous faites un Excel pour faire votre CSRD, mais c'est aussi ce qu'on a directement intégré dans Zay, essayez d'interconnecter les données entre elles. Par exemple, dans la CSRD, c'est le premier reporting de durabilité où on ne demande pas la consommation d'énergie non renouvelable, mais la consommation d'énergie fossile. Ce n'est pas exactement le même périmètre. En utilisant un Excel ou un outil comme ça qui propose en fait ces collections automatiques, vous allez pouvoir déduire automatiquement cette nouvelle définition d'énergie fossile en additionnant toutes ces données que vous aurez peut-être déjà complétées pour votre questionnaire investisseur ou pour votre bilan carbone. Donc, ça permet de déduire des données que vous n'aurez pas encore dans le cadre de la CSRD en utilisant des données pour faire des ratios, des pourcentages que vous aurez déjà ailleurs, voilà, histoire de ne pas faire ces calculs à la main. Ça, c'est assez important. Ça aurait été le deuxième petit conseil que je pourrais vous donner dans l'outillage CSRD un peu omnibus, donc fluide. Dans le reste des conseils que je peux vous donner, je ne sais pas parmi vous qui a déjà commencé à faire le rapport de la CSRD, mais dès que vous allez commencer à faire un rapport, donc dans Zay, c'est un modèle qui s'alimente automatiquement de tous vos narratifs, de toutes vos données chiffrées basées sur la CSRD. Utilisez le modèle de reporting qui sera le plus complet possible. Et si jamais demain, dans le cas de la CSRD, par exemple, il y a des indicateurs qui sont supprimés, ça vous permettra tout simplement de venir enlever de votre rapport des éléments qui ne vous intéressent plus. Ou pourquoi pas le garder, mais dans ces cas-là, ça deviendra quelque chose de volontaire. Et donc, vous pourriez dire, indicateur volontaire, histoire de
histoire de le Tu garder. peux quand même conserver un historique, du coup. Tu gardes l'historique Dans ces cas-là. et dans la CSRD, on impose des données dont il faut parler au minimum, mais rien ne vous empêche de rajouter d'autres indicateurs purement volontaires si vous le souhaitez. Par contre, il faut bien distinguer les indicateurs qui vont être ceux de la CSRD pour lesquels vous allez avoir le code à préciser. Donc, normalement, vous le mettez au niveau de la catégorie, hein, E1-2-25. Et donc, dans votre rapport PDF, ensuite, avec un contrôle F, n'importe qui pourra aller trouver la bonne information au bon endroit. Des indicateurs volontaires qu'il faut peut-être mettre à la fin ou venir ajouter, mais sans que ça vienne se mélanger trop avec le reste des données. Vraiment mettre un peu de commentaires, assez simplement. Voilà le deuxième conseil que je peux vous donner sur la CSRD. Il y en a un dernier peut-être qui peut être assez pertinent. Et ça, beaucoup l'oublient. C'est que dans la CSRD, vous êtes obligé de préciser à chaque fois quel est le périmètre organisationnel de vos données. Si vous avez un groupe avec 10 filiales, vous ne pouvez pas simplement dire que vous avez 1000 MWh de consommation d'énergie. Vous devez préciser la ventilation de ces consommations par périmètre, par pays ou par marque. Et donc, faites bien attention à ce que quand vous allez consolider les données de vos filiales, vous ayez vraiment toutes les filiales à qui vous allez poser la question. Et qu'au moment où vous allez consolider la donnée, vous faites bien en sorte de cocher toutes les filiales. Faire en sorte que tout le monde soit embarqué pour qu'au moment où ça va sortir dans votre rapport, il y a un petit tableau où on voit que peut-être que l'Allemagne ici, il n'y a pas de données, donc on n'a pas réussi à avoir l'information. Mais le fait que l'Allemagne soit à 0 ou que ce soit non mesuré, c'est une information importante sur le périmètre. C'est qu'on n'a peut-être pas toute votre donnée. C'est pas grave, on a le droit d'omettre un ou deux pays ou une ou deux marques, mais il faut que cette information soit précisée dans votre rapport. Donc, ne faites pas un Excel consolidé et vous mettez des données dans l'Excel. Allez chercher vraiment toutes les données au niveau de toutes vos filiales et le contexte de cette donnée, la manière dont vous l'avez consolidée avec vos propres règles de consolidation, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on nommait, quelles sont les méthodologies, tout ça, il faut que ça apparaisse clairement dans le rapport. Donc voilà les quelques conseils Omnibus. Après le reste de l'outil, enfin, on pourra voir s'il y a un peu de temps pour vous le présenter, mais je vais pas forcément faire le but c'est pas de faire non plus une démo un peu commerciale. Sachez juste que la ZEI, notre vraie valeur ajoutée, c'est le fait d'être multiréférentiel et de tout harmoniser, tout interconnecter pour diviser par 3 à 5 le temps que vous allez passer dans la gestion de la donnée, avec vos filiales, avec vos fournisseurs dans le module de consolidation. Et le but, c'est que, en plus de faire le rapport, vous puissiez passer tout votre temps et votre énergie, du coup, au pilotage de vos plans d'action, à l'amélioration de l'impact. Et demain, ZEI va dévoiler son ViewCal de la RSE sur nos comparatifs publics, histoire qu'on puisse dire si, par rapport à vos données, vous êtes plus ou moins bon par rapport à votre secteur. Et ça, c'est une fonctionnalité qui sort semaine prochaine. En face de chaque indicateur que vous allez pouvoir compléter, vous allez avoir ici une colonne benchmark où vous pourrez voir si votre donnée est bonne ou pas par rapport aux entreprises du même secteur, de la même taille. Et vous pourrez jouer sur ces paramètres pour très facilement identifier si sur votre consommation d'énergie renouvelable en pourcentage, vous êtes bon ou pas par rapport à votre secteur, ou si vous êtes très mauvais, peut-être que c'est là où vous allez avoir une marge de manœuvre plus intéressante à venir aller chercher. Histoire de vous guider en gros dans votre démarche. Voilà pour les éléments qu'on voulait aborder avec vous, histoire de laisser un peu de temps pour des questions. Il y en a déjà une de Coralie sur est-ce que c'est lié avec la liste de l'ADEME pour faire le bilan carbone. Alors Coralie, qu'est-ce que vous voulez dire par la liste de l'ADEME? Vous parlez du facteur d'émission, des indicateurs de l'ADEME? Indicateurs. Alors, nativement, la CSRD a certains ponts avec l'ADEME et avec le bilan carbone, notamment sur tout le bilan émissions scope 1, scope 2, scope 3. Donc ça, ce sont des indicateurs qui vont automatiquement venir ruisseler dans la CSRD. Voilà, donc ceux-là, ceux à la grande maille.
Mais dans notre cas, chez Zei, on a aussi fait des ponts sur les flux physiques d'entrée pour qu'ils viennent automatiquement alimenter ceux de la CSRD. Donc, par exemple, si je suis là, je suis dans le module carbone, hein, GAG, BGES. Donc, on va prendre, par exemple, l'électricité totale ici. Cette électricité totale, on voit que c'est un indicateur qui va venir alimenter 26 référentiels utilisés par cette entreprise. Et elle a son association CSRD en plus du GRI, du plan de sobriété. Donc oui, il y a des ponts qui peuvent être faits, bien sûr. Nous, c'est natif, mais je vous recommande de le faire aussi dans l'Excel. Si jamais vous avez un Excel pour le bilan carbone et que vous souhaitez faire un Excel pour la CSRD, faites des ponts entre les deux. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont en commun, même sur tous les sujets liés aux intrants et aux déchets. Ça peut être pertinent de faire en sorte que l'acier neuf, l'acier recyclé, permettent d'aller compléter le pourcentage des matériaux recyclés que j'utilise dans la CSRD. Vous avez des questions sur l'omnibus, sur la CSRD N'hésitez pas à poser votre dernière question. En tout cas, merci beaucoup Noël pour cette présentation. C'est vrai que l'outil a l'air vraiment chouette. Déjà, ça permet d'une part d'avoir l'info centralisée aussi, de pouvoir, j'imagine, inclure différentes parties prenantes pour qu'ils rédigent et pas que ce soit une seule personne à chaque fois d'envoyer les documents, de regrouper les infos et tout. Donc, ça a l'air vraiment génial. Ça permet d'y aller pas à pas, comme tu nous as montré, parce que finalement, on peut avoir un premier modèle, rajouter des briques CSRD et petit à petit basculer sur une autre version. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, tu nous as aussi montré le fait qu'on puisse choisir justement un label par rapport à un référentiel là où on aurait le plus de données déjà existantes pour pas tout à double saisir. Donc vraiment, c'est un vrai gain de temps. Et c'était très chouette que tu nous montres tout ça en tout cas. Merci beaucoup. Alors, si on a des Excel, on peut les intégrer rapidement sur Zei. Alors, il y a Laetitia qui parle de la site de l'outil. Alors, on a pas mal de consultants utilisateurs, on a à peu près 120, Ecodev, CDS, on va avoir KPMG, on va avoir R3, Hatch, qui s'en servent pour leurs clients. Mais sinon, en termes d'entreprise en direct, donc c'est 80%, même 90%, ce sont des entreprises en direct, sur les 8000 utilisatrices de Zei. Et il y a à peu près 70% de nos entreprises qui ont moins de 250 salariés. Donc, ça marche très bien pour les TPE, PME. Mais on va avoir des grands comptes comme Hermès, BPI France, comme on va avoir des ETI d'à peu près tous les secteurs. Donc, ce sont les secteurs d'activité. Et au sein de chaque secteur, on va avoir après les activités très précises, avec parfois le comparatif des clients ici, histoire de pouvoir comparer la Massif avec AXA dans l'aspect un peu Yuka-like qu'on est en train de préparer. Je vois une question de Coralie qui me permettrait peut-être de... Alors, je vais pas forcément... Enfin, je vais vous dire oui, on peut l'intégrer facilement, mais je vais aussi vous donner un dernier conseil peut-être sur la CSRD. Est-ce que vous connaissez tous est-ce que vous avez bien en tête ce que c'est qu'une gap analysis sur la CSRD? En gros, partir des données de la CSRD pour aller chercher les données que vous avez déjà. Ça, c'est pas la bonne approche en termes d'omnibus. Pourquoi? Parce que si vous partez de la CSRD pour aller regarder ce que vous avez déjà et que ces indicateurs changent demain, vous allez devoir refaire une gap analysis demain. Ce que Zei propose pour tous nos clients en démarrage, et c'est pas que pour la CSRD, et c'est ce que je vous recommande chaleureusement comme approche, là, si jamais vous voulez vous lancer dans la CSRD, c'est de faire une analyse des écarts inversée. Donc, plutôt que de partir de la CSRD pour voir ce que vous avez déjà, faites l'inverse. Partez de ce que vous avez déjà et essayez de les mettre dans le plus de référentiels possible. Donc ça, c'est l'Excel que nous on utilise avec nos analystes pour tous les lancements de clients. Donc, en gros, on part de toutes vos données. Donc, par exemple, vous avez électricité et vous avez telle valeur au niveau du groupe, telle valeur au niveau de la filiale 1, et telle valeur au niveau de la filiale 2. Et là, vous avez un indicateur, vous nous dites consommation totale liée aux énergies propres et c'est 2700 MWh.
Là, l'idée, c'est même pas de savoir si la question est ou non dans la CSRD. Vous donnez tout ce que vous avez et vous allez mettre en face de chaque indicateur, vous allez essayer de trouver un indicateur qui va être utilisé dans le plus de référentiels possible. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des outils internes et nos analyses vont vous dire, face à la consommation totale que vous suivez, on vous recommande cet indicateur-là, qui s'appelle consommation totale d'énergie en mégawattheure avec telle définition. Et si vous acceptez cette proposition, ça va venir alimenter Bicorp, CDP, Ecovadis, Euraseo, SFDR, et ainsi de suite. Donc, en fait, vous inversez la tendance, on part de votre donnée, on l'alimente le plus de référentiels possible, et donc les analyses des écarts qu'on va vous proposer avant d'importer les données, c'est de dire que toutes vos données vont permettre d'alimenter X% de la CSRD, X% de Bicorp, X% de Ecovadis, X% de France Invest. Ce n'est pas un modèle, c'est tous les modèles d'un coup. Si vous avez un outil qui harmonise un peu les référentiels entre eux. Et ça vous permet de partir sur les bonnes bases. Et si demain, il y a un omnibus qui passe et que vous passez peut-être de la, je sais pas, de la CSRD à la VSME, ou de la VSME à du, je sais pas moi, de l'Ecovadis, en fait, ça va fonctionner quel que soit le modèle de données que vous allez utiliser. Et donc, cette analyse des écarts inversés, qui est par défaut ce qu'on propose, nous, à nos clients, c'est très résilient en période d'omnibus, parce que vous êtes certain que le travail ne sera jamais fait pour rien. Un peu technique ce coup, mais je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Et donc, Coralie, si vous avez des Excel, vous nous les donnez, on les met là, on a vos données groupes, vos données filiales, on harmonise. Une fois que c'est bon, on importe ça en un Excel CSV et ça alimente tout le compte groupe et le compte des filiales sans problème. Question de Solange. Si on saisit des données pour le label Lucie et si on se fait labelliser par Lucie, est-ce qu'il faut tout rentrer sur la plateforme Lucie? Alors, si vous avez un modèle de données comme Lucie, la plupart des référentiels, que ce soit Ecovadis, Bicorp et Lucie, la plupart des plateformes, en gros, vont vous permettre normalement d'importer des référentiels en CSV. Donc, imaginons, là, est-ce qu'on a Lucie ici? Il n'y a pas Lucie. Donc, imaginons, vous êtes sur un compte, votre compte ici, vous avez fait la CSRD, et vous dites, tiens, j'ai envie de rajouter Lucie. Je vais dans les labels. Lucie ESG, hop, pré-complété à plus de 50%, génial, hop, je la rajoute. Donc là, le module sera présenté dans l'ordre demandé par le référentiel Lucie. Donc, vous aurez la gouvernance, vous aurez tout ça. Les données en vert seront à jour pour la bonne date. Ceux en orange, c'est ceux qu'il faut mettre à jour parce que c'est la donnée peut-être des années précédentes, et donc ce n'est pas encore la bonne valeur. Il faut juste la mettre à jour. Et ensuite, vous pouvez télécharger ici le référentiel Lucie en CSV. Donc, vous avez vraiment ligne 1, c'est la réponse 1 du référentiel Lucie. Ligne 2, c'est réponse 2. Et donc, cet import CSV, vous allez pouvoir l'importer logiquement dans Lucie. Si jamais Lucie ne le permet pas, ça, je n'ai pas la réponse, ça vous permettrait déjà d'avoir un outil de pilotage où vous avez tous vos documents, toutes vos réponses, tout ce qu'il faut. Et au moment où vous allez, une fois par an ou une fois tous les 3 ans, refaire la labellisation Lucie, vous avez déjà la bonne réponse, vous avez le document associé à télécharger, à mettre dans Lucie, vous avez le commentaire interne et ou externe, vous avez la piste d'audit, tout ce qu'il faut. Et donc, pour recompléter Lucie, ce sera quand même beaucoup plus simple pour les documents et pour les données. Et donc, vous allez gagner du temps au pilotage entre les 3 années de chaque labellisation. Mais normalement, ça m'étonnerait que Lucie ne propose pas une solution d'import CSV. C'est le cas de la plupart des plateformes qui travaillent sur l'interopérabilité. Question de Laetitia, s'il nous reste 30 secondes. Oui, ça va être la dernière. Donc, il y a des modules taille, besoin d'entreprise et donc coût d'accès à ZEI différents. Oui, alors ZEI est entre pas cher et pas cher du tout. On va coûter à partir de 2 990 € par an. Donc, on a beaucoup de TPE qui s'en servent, justement parce que c'est accessible, quoi. Donc, et après, pour les plus grands, très grandes boîtes, on peut aller jusqu'à 70 000, mais ça s'adapte vraiment à la maturité et à la taille. Donc ça, c'est open, c'est sur le site. Essentiel, c'est pour démarrer la démarche avec certains référentiels. Avancé, c'est pour la structurer. Conformité, c'est pour le reporting. Fournisseur, c'est quelque chose un petit peu à part. Mais le prix reste, j'espère, accessible. Voilà,
C'était assez dense. J'espère que vous avez pris du café avant ce webinaire parce qu'il y avait beaucoup de sujets et l'omnibus, c'est pas simple. J'ai dû parler malheureusement du coup un peu vite avec beaucoup d'éléments assez techniques. J'espère que c'était à peu près clair et utile. Pour ma part, j'ai trouvé ça clair. J'étais au même niveau, je pense, que les participants. Et l'outil très chouette. Super. Merci à vous. Merci pour tous. Et n'hésitez pas donc à demander une démo Zei, peut-être un peu plus avec un peu plus de temps justement, à nous contacter également pour les formations RSE. Et à très très bientôt. Bon appétit à vous. Et vu qu'on on collabore avec Maria School et Indigo, on va pas faire juste une démo, on vous ouvre un compte gratuit pendant 2 semaines pour tester dans les conditions réelles. Voilà, avec plaisir. Donc n'hésitez pas à demander une démo, vous inscrire sur le site. Vous aurez 15 jours offerts avec l'accès au référentiel, avec plaisir. Notamment la LSME, VSME et ainsi de suite. N'hésitez pas à nous contacter. Merci Merci à tous. beaucoup. À bientôt. À bientôt sur le webinaire Indigo. Au revoir.